Bonsoir Michel Zafran. Je suis heureuse d'introduire votre conférence. Vous êtes membre depuis longtemps du Cercle de généalogie juive, du CGJ, où vous travaillez avec Joël Alouche Benayoun et Jean-Paul Durand sur les archives de Constantine. Et ce que vous avez fait tous trois, euh, vous pouvez le découvrir dans notre revue dont Joël est la directrice, et dans notre base de données, dans nos bases de données, dans Régie. Alors, Michel Zafran, vous êtes ingénieur de formation, vous avez été fonctionnaire à l'Organisation mondiale de la santé, vous avez occupé différentes fonctions, dont celle très prestigieuse de directeur de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. Je disais prestigieux, je dirais surtout extrêmement utile et nécessaire. Vous êtes né à Alger, mais votre famille paternelle est originaire de Constantine. Vos recherches généalogiques se sont intensifiées à partir de 2021 quand vous avez pris votre retraite de l'OMS. Le sujet de la conférence, c'est le registre rabbinique des naissances de Constantine sur la période de 1840-1843. Vous présenterez la méthode suivie et certains résultats du travail effectué pour déchiffrer et traduire. Vous parlerez de la langue particulière dans laquelle c'est écrit, c'est dit et c'est écrit. Traduire le registre rabbinique des naissances enregistrées à Constantine au cours de ces années. La première naissance juive de Constantine enregistrée à l'état civil français date du 10 juin 1843. Ce registre est donc riche d'informations qui n'étaient pas à jour disponibles. Si vous n'êtes pas membre du cercle de généalogie juive, je vous invite à nous rejoindre. Vous y serez accueillis chaleureusement et vous trouverez des documents et des sources tout à fait inestimables. Cher Michel, c'est à vous. Beaucoup clair. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais partager mon écran et présenter la présentation que j'ai préparée. Donc, le travail que je vous présente aujourd'hui, euh, comme Claire l'a déjà dit, est en rapport avec un registre rabbinique de naissance euh, à Constantine pendant les années 1840-1843. Alors, ceux qui ont assisté à la conférence de Joël et de Jean-Paul Durand précédemment euh, ont vu cette diapositive qui présente la liste des registres qui ont été récupérés au Central Archives for the History of Jewish People, donc un centre qui est à l'Université de Jérusalem qui accumule énormément d'informations sur les communautés juives de tout le bassin méditerranéen. Et donc, on a trouvé, ou Jean-Paul a trouvé, la présence de ces registres. Ce dont je vais vous parler, c'est du premier registre, ALCO 143, la référence, qui en fait est un registre de naissance, euh, même si au premier abord, il n'était pas présenté comme ça dans les archives de- du CHJP. Alors, ce registre, donc ALCO 143, voilà, vous envoyez la première page qui apparaît sur cette diapositive, contient 48 pages de ce type, un total de 272 déclarations de naissance qui ont lieu entre le 4 septembre 1840 et le 19 octobre 1843, donc du 6 Elul 5600 au 15 Eshvan 5604. Ils sont, toutes les déclarations sont manuscrites en cursive Mahalak, cette écriture très spécifique de judéo-arabe qui était utilisée principalement par les rabbins dans la région de Constantine, mais également en Tunisie. Et le registre que nous avons donc entièrement, dont nous avons la numérisation totale, a été rédigé par, il me semble, un seul scribe, qui est le rabbin Pina Sada, qui est très présent pour les chercheurs en généalogie, très présent dans les actes de Constantine.
Alors, comme l'a dit Claire déjà, le contexte est particulier. 1840-1843, c'est un peu une période charnière pour la communauté juive de Constantine. Bon, c'est juste après la conquête de Constantine en 1837. Les attributions des tribunaux rabbiniques commencent à évoluer avec un certain nombre de lois, de décrets royaux euh, qui sont émis. Et on va le voir dans le registre des naissances que la communauté progressivement cesse de déclarer les naissances auprès du tribunal rabbinique. Mais ce registre contient des informations qui sont euh, très intéressantes et qui jusqu'à présent n'étaient pas disponibles parce que, comme l'a dit Claire tout à l'heure dans son introduction, voilà sur cette diapositive le premier acte de naissance d'un juif à Constantine qui est disponible dans les archives nationales d'outre-mer. Elle date du 10 juin 43, 1843. Et donc, toute la période 40 jusqu'au juin 43 contient des actes de naissance auxquels nous n'avions pas accès par les archives nationales d'outre-mer. Donc, pour les recherches généalogiques, c'est assez intéressant. Alors, ces déclarations de naissance, comment elles se présentent? Vous en avez un exemple sous les yeux. C'est donc un texte passablement illisible, mais il est structuré de manière similaire sur toutes les pages et sur toutes les déclarations. Donc en haut à droite, vous avez déjà une première mention marginale qui est en fait un résumé de la déclaration de naissance, de la naissance. Ensuite, le texte lui-même en haut au milieu, c'est la déclaration de la naissance par deux témoins qui se présentent devant les rabbins. Ensuite, la troisième partie est une confirmation un peu plus formelle, un peu plus formalisée de cette déclaration par deux, euh, deux officiers de l'état civil. Et ensuite, en bas à droite, une nouvelle inscription marginale qui, si l'enfant malheureusement décède en bas âge, indique ce décès en bas âge. Je vais passer en revue toutes ces parties de l'acte pour vous expliquer un petit peu ce qu'elles contiennent. Alors ça, c'est la même mention marginale que vous avez vue tout à l'heure. Et elle lit, je vais vous lire le texte, même si je ne suis pas sûr de ma prononciation. Donc, dans le Dar Aounaba, fille Dar Aounaba, Zdadet Semcha bent Moshe, est née Semcha, fille de Moïse, Amar, Moïse Amar. Euh, le, la- le- dans la nuit du mercredi 18 Septembre, euh, 18 Elul, année 1840, 5600. Alors, ce qui est intéressant ici, on voit dans la mention marginale qui est en fait un résumé, c'est qu'on a pratiquement toutes les informations sur cette naissance. On a d'abord le lieu de la naissance, le dar où l'enfant est né. On a le prénom de l'enfant qui naît, le, le prénom et le nom du père, et ainsi que la date de la naissance dans la nuit du 4, dans la nuit, pardon, 4, c'est en fait c'est le quatrième jour, donc le mercredi 18 septembre. Septembre, 18 Elul. Alors ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, on pourrait croire que ça veut dire 18 septembre, 18 Elul de l'année 1840. Quand vous regardez, vous voyez que le 18 septembre n'est pas un mercredi, euh, euh, donc, en fait, le 18 Elul est un mercredi. Donc, en fait, le rabbin mélange un petit peu pendant ces années-là des mots qui ressemblent à des noms de mois français, mais qui ne le sont pas réellement. La mention marginale contient donc, je vous l'ai dit, le date de naissance, le nom et prénom du père, le sexe et prénom de l'enfant, la date de naissance. Il y a des mentions marginales qui contiennent beaucoup plus d'informations, qui sont plus détaillées encore au fur et à mesure qu'on avance dans le registre. Par exemple, la qualité de rabbin du père ou du grand-père, le prénom du grand-père paternel, un suffixe, j'élaborerai ça plus en détail, qui est plus une référence à un groupe familial, et puis également l'heure de naissance. Alors en voilà un exemple, un autre exemple de mention marginale, et elle dit dans le Dar Ben Gena supérieur,
est né un enfant de sexe masculin. Alors, supérieur, c'est intéressant parce que euh, ça veut sans doute dire que le Dar Ben Ghena est un immeuble ou une bâtisse et que El Fokania, donc supérieur, veut dire sans doute que la partie supérieure est habitée par une famille où est né l'enfant. Et sans doute, ça veut dire qu'il y a plusieurs habitants dans ce Dar et il est divisé en appartements ou en parties qui sont habitées par différentes familles. Alors, l'enfant est né chez le rabbin Abraham Gozlan, fils de Joseph Gozlan et Ben Guéna. Et le dar s'appelle Ben Guéna, mais la famille se nomme également Gozlan Ben Guéna. C'est sans doute un groupe de Gozlan qui avait ce suffixe qui était ajouté à leur nom. Et le nom de l'enfant, c'est Joseph. Donc vous voyez ici que euh, l'enfant, euh, ça prend le nom de son grand-père paternel, c'est pas trop étonnant. Joseph Gozlan était le père d'Abraham, donc le père, et Joseph Gozlan est l'enfant qui vient de naître le jour de Shabbat, le 28 février, année 1841, à Constantine, vers 8 heures sur 12 de la mi-journée. Donc les heures sont toujours indiquées comme ça. C'est telle heure sur 12 de la mi-journée ou telle heure sur 12 de la minuit. Ensuite, alors je ne sais pas si vous avez si au cours de mon intervention, vous avez des questions ou vous avez des interrogations sur ce que je dis, vous pouvez soit les noter et me poser des questions après, soit m'interrompre si ce que je dis n'est pas clair, hein. N'hésitez pas s'il y a un problème à m'interrompre. Alors, la partie déclaration de naissance, c'est donc la deuxième partie de l'acte, celle qui est au milieu, euh, elle, beaucoup plus détaillée et elle indique, comme vous le voyez ici, que à une certaine date sont venus deux témoins. Ils ont témoigné au sujet de Moïse Amar, fils de feu Rabbi Salomon Amar, dont la femme est Zerdouda, fille de feu Fredj Lelouch, qui est âgé de 28 ans et qu'il a épousé jeune fille. Et l'âge de Moïse, son mari, 36 ans, est née chez eux une fille, et elle est nommée Semra dans la nuit du mercredi 18 septembre. Et ce Moïse Amar, son métier est négociant et tailleur. Vous voyez que la déclaration contient énormément d'informations, à la fois sur le père, sur la mère, sur leur âge, sur les professions, la profession du père, sur le fait que le père a épousé son épouse, mais qu'elle était jeune fille à cette époque. Donc c'était son premier mariage. Donc elle n'est pas veuve ni divorcée. Et ensuite, on passe aux témoins. Et le nom du premier témoin, il y a donc deux témoins qui sont venus témoigner devant le rabbin. Et le nom du premier témoin, le témoin rabbin intelligent et complet, Maklouf Drahi, que son créateur et rédempteur le préserve, il est âgé de 38 ans. Et il témoigne qu'est née Semcha, fille de Moïse Amar, il répète donc, mentionné ci-dessus, au moment mentionné ci-dessus, qui aujourd'hui est âgé de 8 jours. Donc ils indiquent également euh, depuis combien de temps est né l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a la date de naissance de l'enfant, il y a la date de la déclaration, et les deux ne sont pas les mêmes, mais ils vont vous dire, bon, ben voilà, il est âgé de 8 jours, c'est-à-dire que ça fait 8 jours qu'elle est venue au monde. Et le deuxième témoin, donc Issachar, fils de Joseph Fitoussi, son métier négociant, il est âgé de 25 ans et il témoigne, même chose au sujet de Semra, qui est aujourd'hui âgé de 8 jours. Et se fête le mercredi 25 Septembre, année 1840, 25 Elul, établi en bonne et due forme, et les signatures apparaissent. Les signatures sont ici, hein, sur l'acte. Ici, vous avez donc euh, le Moshe Amar, vous avez Maklouf Drahi, et vous avez, je n'arrive pas à lire, Issachar euh, Fitoussi. Voilà. Excusez-moi, Michel Safran. Oui, Je me permets juste de rebondir sur. Je me permets de vous interrompre très très rapidement sur ces signatures, oui, précisément. oui, oui. On a l'impression qu'au début de chaque signature, on a deux lettres qu'on retrouve. Je voulais savoir si ces deux lettres
indiquer la qualité de témoin ou indique Non, non, alors, les deux lettres, quelque... Oui, je vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais dans la oui, publication que j'espère pouvoir sortir rapidement, je vais très en détail sur les signatures. Les deux lettres ici, c'est Ain He, et ici Ain He, qui veut dire en fait serviteur de Dieu. D'accord? Et d'accord. c'est systématiquement, ça apparaît systématiquement au début de la signature. Euh, Ici, il y a quelque chose de particulier. Il n'y a pas Ain He, il y a Tsadi Lamed. Et en fait, j'ai cherché très longtemps, mais en fait, il apparaît et j'ai reçu l'aide et la confirmation du grand rabbin René Gage qu'en fait, ces deux lettres sont des lettres qui veulent dire, qui signifient la même chose que pour ordre. C'est-à-dire que c'est pas lui qui signe, c'est pas Maklouf Adrai qui signe, mais c'est une personne qui a signé pour lui, sans doute le rabbin Pina Sada, qui est le signataire du registre. Ici, il a fait une déclaration, il était là pour la déclaration, mais il ne signe pas. Pourquoi ne signe-t-il pas? Euh, Si je dis qu'il ne sait pas écrire, mon cousin Jean-Paul Durand va dire c'est pas possible, parce que c'est vrai que la plupart des Juifs savaient au moins signer leur nom. Il y a sans doute d'autres raisons pour lesquelles les témoins ne signent pas. J'ai trouvé même un rabbin, un acte dans lequel le rabbin est témoin et ne signe pas l'acte. Ce qui signifie qu'il y avait sans doute d'autres raisons pour ne pas apposer sa signature sur un acte. Philippe Danan, le regretté Philippe Danan, disait que certains juifs ne voulaient pas apposer leur signature sur des actes qui étaient euh, des actes d'état civil de la puissance coloniale. Bon, ici, c'est quand même le tribunal rabbinique, hein, mais c'est vrai que ce sont des actes qui sont ensuite transmis, sans doute, à l'état civil, puisqu'on le verra dans la troisième partie, il y a la présence de deux personnes qui sont officiellement des officiers de l'état civil. Eh bien, merci beaucoup pour Les votre... signatures sont effectivement extrêmement intéressantes à étudier. Alors, voilà un petit peu, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais vous voyez ici, par exemple, ça commence toujours par la date, Yom 4, donc c'est la lettre 4, du 25 septembre de l'année 1840. Et ensuite, ici, vous avez un Moshe Amar, Ben Rabbi Shlomo Amar, ces deux lettres N et Aïn qui représentent le fait qu'il est décédé, en fait, feu Shlomo Amar. Et ici, vous avez le prénom de Li Mrato, donc sa femme, Mrato, Zerdouda, s'appelle Zerdouda. Et ici, Bent Fredj Lelouch. Donc, en fait, on a vraiment beaucoup, beaucoup de détails dans ces actes sur les protagonistes, le fait que l'épouse était vierge au moment du mariage, le nom de l'enfant qui naît, les professions, la profession du père. Ici, Tsenato Negocianti Vechayet, ça veut dire qu'il était à la fois négociant et tailleur. Euh, Ici, on apprend que c'est une abréviation qu'en fait un des témoins était un rabbin très sage et intelligent. Euh, il dit les noms. Et puis donc ici, il y a donc les, euh, les signatures des trois personnes, donc le père et les deux témoins, avec un des témoins dont la signature est pour ordre, en fait. Donc des informations, comme je vous l'ai dit, qui sont très très détaillées et c'est vraiment très riche pour les recherches généalogiques. La date de la déclaration, des fois est très proche de la naissance, mais des fois peut être très très éloignée de la naissance. La déclaration peut avoir lieu jusqu'à un an après la naissance, ce qui est quand même assez étonnant, mais on a trouvé des actes comme ça. Le prénom du grand-père, la mention du fait qu'il était rabbin et qu'il est décédé, le nom et l'âge de la mère et le prénom de son père, indication qu'il est décédé au moment de la naissance, euh, le prénom de l'enfant, la date de la naissance, le temps écoulé depuis la naissance, le nom, l'âge et la profession des deux témoins. Donc ce sont des informations qui sont très très riches.
Alors ensuite, on passe donc à cette confirmation, je dirais, plus formelle de la déclaration, qui est en fait une confirmation. Les témoins sont venus, ils ont présenté les informations et une confirmation par les officiers d'état civil des informations qu'ils ont reçues. Ils disent, sur ce fait, nous, en qualité de deux pensionnaires de l'état civil, après que nous avons vu cette nouvelle-née devant les témoins, donc la nouvelle-née a été présentée avec les témoins, et les témoins sont des gens adultes, âgés de plus de 21 ans, donc il faut être un adulte plus de 21 ans, et qu'ils ont témoigné qu'est né, bon, ils rentrent dans le détail ensuite, Semcha, la nouvelle-née, fille de Moïse, le père de la nouvelle-née, et ils répètent la date, etc. Et ensuite, ils disent, nous avons consigné cet acte, cet acte que nous avons signé dans le registre et qu'a signé le père de la nouvelle-née, et les témoins ont signé avec lui. Voilà. Donc, vous le voyez ici, il y a la signature de Pina Sada. Euh, donc, encore une fois, ici, vous avez la mention de deux pensionnaires du civil, à civil. Donc, c'est les pensionnaires de l'état civil. Après que nous avons vu Shefna Had el-Mziada, Kodam Ashaod, devant les témoins, et ensuite il passe en détail les informations que je vous ai déjà données. Et donc ici, vous avez la signature de Pina Asada, qui est le scribe, le rabbin, qui enregistre toutes ces déclarations. C'est lui qui doit tout écrire et enregistrer toutes les déclarations. Je pense que l'écriture tout au cours du registre est suffisamment similaire pour qu'on pense qu'il est le seul à écrire dans ce registre. Voilà son écriture, sa signature ici. Euh, donc Ain E, donc serviteur de Dieu, Pina Sada. Et ici, c'est Yod Tsamed Ho Vav, qui est une, euh, une abréviation aussi qui est que Dieu le protège, ou que Dieu le préserve. Et ensuite, les deux lettres, Samer Tête, qui sont le sujet de beaucoup de discussions des personnes. Il y a différentes interprétations de ces deux lettres euh, qui, euh, qui peuvent vouloir signifier à la fois euh, Sephardi, Tahor, fier séfarade, mais c'est une information qui n'est pas agréée par tout le monde et qui peut également signifier euh, euh, limon et poussière, donc en forme de, je dirais, d'humilité. Euh, mais donc, malheureusement, la signification de toutes ces abréviations, y compris celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui veut dire pour ordre, en fait, il semble que les gens aient continué à les utiliser et à signer avec ces abréviations, mais que la signification réelle de ces abréviations se soit un peu perdue dans les âges. Et il y a un ouvrage très très savant qui contient toutes les abréviations hébraïques, un ouvrage publié en Allemagne que m'a transmis dont monsieur Maltet m'a donné les coordonnées, les références que j'ai réussi à acquérir. Un ouvrage très érudit. Et par exemple, pour les deux lettres sa mère tête, en fait, cet ouvrage donne trois significations possibles. Donc en fait, la réelle signification de ces abréviations semble s'être perdue au cours du temps. Je passe à la fin de l'acte. Donc l'inscription marginale en cas de décès. Voilà. Ici, on voit simplement les mots matat. Il est décédé le jour 6, qui est donc le vendredi, le 13 Elul, September, à 4 heures sur 12 de la mi-nuit, oui, nuit, euh, année 1842 à, et ici c'est l'abréviation de Constantine, Xantina, euh, dans le Dar Ben Sberko. Donc il n'est pas décédé au même endroit, dans le même Dar que dans celui où il est né, hein, où la naissance a été déclarée. Mais bon, c'est 2 ans plus tard, donc c'est pas complètement illogique. Alors, ce qui est intéressant avec
ces inscriptions marginales de décès, c'est qu'elles apparaissent toujours dans une espèce de bulle, vous voyez, avec des formes entourées de traits qui varient d'un acte à l'autre. Euh, la variation, je pense elle est due simplement à l'état d'humeur du rabbin Pinasada qui change ses bulles selon les actes, parce qu'il semble bien que l'écriture soit la même à chaque fois et que ce soit bien lui qui ait également enregistré le décès en bas âge de l'enfant. Cette bulle contient la date du décès, donc c'est intéressant d'avoir une date précise du décès, ainsi que la, le lieu du décès, le dar du décès. Alors, il y a des informations qui sont particulièrement remarquables dans ces actes de naissance, utiles aux généalogistes. Évidemment, je vous ai dit les dars, donc qui sont des bâtiments, qui sont des lieux, qui sont des habitations. Et leurs lieux, alors certains dars sont spécifiés, on spécifie pour certains dars, tel dard a été acheté neuf par les Juifs, ou tel dard est situé dans telle rue ou tel dard est un dard supérieur ou est au bas de la rue. Donc il y a des informations de localisation qui permettent de préciser un peu où se situe cette habitation. On a des informations sur le père et la mère de l'enfant. Des fois, il est mentionné de manière très précise qu'ils sont veufs ou divorcés, et donc il y a eu des remariages. Donc les, euh, les remariages sont mentionnés avec les précédents conjoints. On a souvent le nom des grands-parents paternels et des fois maternels. On a bien entendu l'âge, qui est très intéressant. On a les professions. On a quelque chose dans lequel je rentrerai en détail plus tard, un groupe d'appartenance familiale et les signatures du père et du témoin et les témoins quand ils signent eux-mêmes les actes. Alors, je vais passer en revue ou essayer de rentrer un peu plus dans le détail de certains de ces aspects. Je ne peux pas faire tout cette fois-ci, mais les dards et leur localisation. Alors ça, c'est une carte de Constantine qui date de 1800. On dit Constantine avant la conquête en 1837, mais je crois la date de la réalisation de cette carte est bien postérieure à ça. Je me souviens plus exactement quelle date elle avait été faite, mais elle a été faite par un monsieur Mercier qui avait reconstitué un petit peu la carte de Constantine. Et vous voyez ici Kachara, qui est le lieu où on dit que les Juifs avaient été cantonnés, qui est en fait le fond de Chara, du quartier Chara qui est ici écrit en rouge. Le fond de ce quartier, c'était un lieu assez inhospitalier où les Juifs avaient été relégués à une certaine période. Euh, mais quand on regarde plus en détail cette partie nord-est du, euh, de Constantine, on se rend compte qu'en fait, les Juifs ou les Dards qui sont mentionnés dans les actes de naissance dans les années 40-43, en fait, sont un peu partout dans cette partie nord-est. Ici, c'est la Casbah, et il y a des Dards qui sont dans la Casbah. Ici, vous avez les synagogues en jaune. Ce sont les synagogues qui sont mentionnées, et vous voyez qu'elles sont pas uniquement dans Kahashara. Il y a une synagogue dans Kachara, mais il y en a bien ailleurs. Il y a des dars ici, Dar Ben Djerba qui est complètement en dehors également. Il y a ici un Dar Zaouch qui est mentionné dans un acte de naissance et qui est vraiment en dehors. Et ici, dans le dans Kachara, il y a de nombreux dars, bien entendu, qui sont mentionnés dans les actes de naissance, mais, euh, il y en a aussi beaucoup en dehors. Donc en fait, on ne peut pas dire que les Juifs étaient cantonnés à à cette partie de Kachara, en tout cas dans ces années-là, euh, mais qu'ils se répartissaient dans beaucoup de quartiers qui étaient, je dirais, au nord-est de la ville. On ne peut pas préciser beaucoup plus où se situent ces dards plus que ça, parce que en fait, on n'a pas vraiment d'informations sur les dards, sauf ceux où on dit par exemple que tel dard se trouvait dans la Casbah ou que tel dard se trouvait à côté de Zawiya, Barla, etc. Donc c'est assez difficile de les localiser,
mais tous ceux que j'ai réussi à localiser se situent dans cette zone de la ville. Alors, je vous ai dit aussi qu'il y avait beaucoup d'informations sur d'éventuels veuvages et remariages du père ou de la mère. Là, je vais vous en donner un seul exemple, parce qu'il est assez frappant, celui de David ben Mardoché ben Elkela Brahami, donc David Brahami. Ici, son nom est écrit ici et surligné ici. Et en fait, ce, ce- cet homme a été marié premièrement à Sarah ben Atunsi. Voilà. Khan Makad, premièrement, là ou là, Sarah ben Atunsi, Oumatat, et elle est décédée. Ça veut dire que l'acte est intéressant parce que il va déclarer une naissance de la fille de David ben Mardoché avec une femme, mais il commence par citer le fait que David avait été marié à Sarah ben Atunsi. Alors Sarah ben Atunsi, ça veut sans doute dire que son père était tunisien, hein. Atunsi, c'est sans doute tunisien. Euh, et donc les précédentes épouses de David sont mentionnées. Je dis les précédentes parce qu'il y en aura plusieurs. Et alors, il y a Ukaada, Nuna bent Menahem, et elle est décédée. Ukadaha, Rachel bent Moshe, ben Rabbi Messaoud, Umatat. Donc, il a été marié d'abord à Sarah, ensuite à Nuna, ensuite à Rachel bent Mouchi bent Rabbi Messaoud. Alors, il n'est pas impossible que Rabbi Messaoud soit le fameux Rabbi Messaoud de Constantine qui avait une synagogue à son nom. Mais bon, on n'a pas plus de détails. Mais ces trois femmes, ces trois premières épouses sont décédées. Et ensuite, il a épousé cette Djarmouma et il a épousé jeune fille. Voilà. Donc en fait, on donne les informations extrêmement dans le détail. Djamouma s'appelle Djamouma bent Aaron Abouab à Trabelsi. C'est la mère de l'enfant. On cite donc la naissance d'un enfant de David et de Djamouma. Et on prend quand même le soin de ne pas oublier les précédentes épouses qui sont décédées. Alors, ce David Brahami est connu pour moi parce que, en fait, j'ai fait des recherches sur les familles Afran et les familles Afran sont très souvent liées, apparentées aux familles Abrahami ou Brahmi. Et vous voyez donc, en fait, les trois épouses précédentes, mais la seule qui va donner des enfants qui ont été trouvés s'appelle Djamouma Abouab, et c'est donc la naissance de cet enfant, Shaloum, ou Esther. Pardon, c'est Esther. L'acte que je vous ai montré, c'est celui de la naissance d'Esther. Donc évidemment, pour le généalogiste, c'est une richesse extraordinaire d'avoir non seulement la naissance d'un enfant, mais l'historique des mariages du père. Alors là, je vous ai donné un exemple du remariage du père. Il est un peu excessif parce il a quand même eu quatre femmes, dont trois qui étaient décédées très rapidement. Mais on a également le cas où la mère a été mariée auparavant et on mentionne son mari précédent, soit il est décédé, soit elle est divorcée, et ensuite l'enfant qu'elle a avec son nouveau mari. Donc je dirais, c'est très équilibré, hein. On a des informations extrêmement détaillées sur les protagonistes. D'autres informations qu'on a, euh, que que je n'ai pas présentées ici, mais on va pouvoir avoir une information sur le, le, le grand-père paternel, le grand-père maternel, ou la grand-mère paternelle ou la grand-mère maternelle. C'est-à-dire que des fois, on va mentionner le nom pardon, le nom du père, du grand-père de l'enfant, le nom de la grand-mère de l'enfant, pour différentes raisons. Soit parce que le grand-père de l'enfant était un rabbin, donc son nom est suffisamment connu pour qu'il soit mentionné. Des fois,
la grand-mère de l'enfant, une des grand-mères de l'enfant est en fait fille de rabbin, et c'est pour ça aussi qu'elle va être mentionnée. Des fois, dans un cas, on voit que la grand-mère de l'enfant porte le même prénom que l'enfant, parce que le père veut honorer sa mère et lui donne le nom de sa mère. Donc en fait, il y a beaucoup de références comme ça, ce qui nous permet de en fait, préciser également, récupérer des informations sur les ascendants des parents de l'enfant qui vient de naître. Alors, une autre information qu'on a dans ces actes, c'est les métiers. Alors, les métiers ont été sans doute la partie la plus compliquée à déchiffrer de ces actes parce qu'il y a beaucoup de noms de métiers qui n'étaient pas évidents à comprendre. J'ai été aidé par de nombreuses personnes à qui j'ai soumis les mots, la phonétique supposée de ces mots, et puis qui m'ont aidé à traduire. Euh, des fois, c'est des mots arabes, des fois, c'est des mots qui ressemblent à l'hébreu. Euh, donc, il y a différentes personnes qui m'ont aidé à constituer un peu un lexique des noms de métiers. Mais vous voyez, on a un joueur de oud et brodeur, un parfumeur, droguiste, on a un rabbin, évidemment, abatteur, on a un, un marchand, on a un encanteur, un dellal encanteur, c'était le crieur public qui passait de maison en maison pour vendre, mettre aux enchères un objet qu'un membre de la communauté voulait vendre, des bouchers, des portefaix, des vendeurs, des cafetiers, etc. Il y a vraiment tous les métiers qu'on peut imaginer à l'époque. Évidemment, beaucoup de métiers qui ont disparu aujourd'hui. Et il y a un certain nombre de noms de métiers que je n'ai pas réussi à traduire. Donc, il y en a peut-être une dizaine que je n'ai pas, pour lesquels je n'ai pas encore réussi à identifier une traduction correcte. J'ai plusieurs hypothèses euh, qui m'ont été soumises ou que j'ai fait moi-même, mais je ne les, je ne- le travail euh, a besoin d'être continué, d'être poursuivi. Alors, je vous ai parlé des groupes d'appartenance familiale. Les noms de famille, les noms des protagonistes, normalement, ils sont écrits de manière assez classique. Si la personne est un rabbin, on va avoir Rabbi devant. Ensuite, le prénom. Ensuite, Ben et le prénom du père. Et puis, un patronyme. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que après ce patronyme, il y avait encore une indication avec Ben quelque chose. Et ce Ben quelque chose, au début, je pensais que c'était en fait le nom de l'arrière-grand-père. Mais il s'est avéré rapidement que ça ne pouvait pas être le nom de l'arrière-grand-père parce que c'était incohérent avec les familles que je connaissais. Alors, je vous donne un exemple ici. Par exemple, vous avez Kalfa Ben Mardoché Zerbib et on rajoute ici Ben Deba. Ce Ben Deba ne correspond pas au prénom de- du père de Mardoché. Ici, vous avez Frej Ben Eliaou Gedj Ben Meniga. Même chose. Et ici, vous avez Yosef ben Kalfa Alouche, El Baoutsi. Alors, El Baoutsi, le grand rabbin René Gage qui avait participé, qui avait initié la traduction de ces actes, nous avait expliqué que, en fait, c'était des tribus juives qui vivaient en dehors de la ville. C'est des tribus qui vivaient sous la tente. Et donc, cet ajout de El Baoutsi, c'est une caractéristique de ces Alouches-là. Tous les Alouches n'étaient pas des Baoutsi, mais celui-ci était un Baoutsi donc, qui vivait en dehors de la ville. Voilà, donc ces groupes d'appartenance familiale sont avérés être une manière de différencier différentes familles. Par exemple, les Gedge, il y a des Gedge avec différents types d'appartenance familiale, différents suffixes qui ont été rajoutés, parce que des Gedge à Constantine, il y en avait des tonnes. Évidemment, ils n'étaient pas tous de la même famille, donc ils se distinguaient avec un suffixe qui était rajouté à leur nom. Vous voyez, on trouve en fait ici, je vous ai donné une liste incomplète des groupes familiaux que j'ai trouvés. Vous avez Agiziri, qui sans doute veut dire d'Alger, hein. Mais vous avez des Boukaya, Ben Agiziri, des Moa, Ben Agiziri. Vous avez des Bitoun, Ben Atlamsani. Atlamsani, c'est sans doute
un Tlemcen. euh, euh, Ben Anna, Ben Atounsi. Vous avez Atounsi, c'est sans doute Tunisie. Et ensuite, vous avez des choses qui ne sont pas des noms de lieux. Vous avez Aïouaz, Ben Alna, Ben Aouia, Ben Assoda, Ben Asda, Ben Atounsi à nouveau, Ben Azri, Ben Bala. Ben Bala qui ressemble à Ben Bella, hein, Shemla Ben Bala. Euh, donc vous avez des rajouts au nom qui des fois sont un peu surprenants, mais qui sans doute permettaient de différencier toutes ces familles. Vous avez ici dans le nom complet, par exemple, Eliaou Ben Abraham Boukaya Agiziri. Voilà. Et il m'a fallu un certain temps pour réaliser que en fait, c'est ce que j'appelle des groupes d'appartenance familiale n'était pas en fait une indication du prénom ou du nom d'un ancêtre. Peut-être que c'est le nom d'un ancêtre. Dans certains cas, c'est possible que ce soit le nom d'un ancêtre, mais pas d'un ancêtre proche, mais sans doute d'un ancêtre suffisamment éloigné et suffisamment prestigieux pour avoir donné son nom à une lignée de sa famille. Par exemple, chez les Afrans, il y a un suffixe qui est Ben Isaac. Et pendant longtemps, je pensais que le Isaac faisait référence au grand-père, ou à l'arrière-grand-père. Mais en fait, quand j'ai trouvé la généalogie de ces enfants-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le prénom de l'arrière-grand-père. Alors, ce qui est intéressant avec ces groupes d'appartenance familiale, c'est que ça peut permettre aussi de mettre en rapport des familles qui apparemment ne sont pas apparentées. Euh, je parle des Afrans, par exemple. J'avais une branche des Afrans Ben Isaac et une autre branche des Afrans Ben Isaac. Pour le moment, je n'ai pas trouvé d'ancêtre commun, mais le fait qu'ils soient tous les deux Ben Isaac, il est probable qu'ils avaient, euh, euh, dans un passé assez lointain, un ancêtre commun qui s'appelait Isaac. Alors, la liste complète des déclarations se présente sous la forme d'un tableau Excel qui contient 273 lignes, parce qu'il y a 273 déclarations, et 31 colonnes, où j'ai accumulé les informations, toutes les informations que je trouvais, et certaines fois des images euh, concernant le DAR ou les signatures, les choses comme ça. Donc c'est un fichier extrêmement, je dirais, lourd qui sera, je l'espère, mis en ligne dans la base de données du cercle de généalogie juive quand ce sera possible, quand le temps le permettra, mais qui sera ensuite accessible et qu'on pourra explorer par recherche. Il sera indexé, on pourra donc chercher ensuite par nom de famille, par date, etc. Voilà. Les prochaines étapes du travail que j'ai fait, je vous en ai présenté une petite partie, c'est donc un ouvrage que Joël m'a invité à produire et qui sera publié par le Cercle de généalogie juive. Donc je suis en train de le finaliser, de répondre aux différents commentaires. La mise en ligne dans la base de données régie des déclarations de naissance. Nous sommes en train également, avec Jean-Paul et Joël, de travailler sur un lexique qui mettra en, en correspondance l'image du mot Mahalak, la traduction que nous supposons, la phonétique en français, l'équivalent en hébreu, et des fois, si nous avons des images, parce qu'il y a beaucoup de, de vêtements qui sont cités, pas dans les actes de naissance, mais dans les actes, dans les déclarations de fiançailles, euh, mettre des images des vêtements concernés. Et on a comme projet de faire une publication aussi assez détaillée sur les actes de fiançailles qui sont les autres registres dont nous avons la numérisation totale qui a été acquise par le cercle de Chanel. Voilà, je voudrais remercier les personnes qui m'ont permis de faire ce travail parce que le Mahalak, je n'y connaissais absolument rien, mais il y a deux personnes qui ont traduit de nombreux actes en Mahalak avant moi et j'ai utilisé leur travail pour m'auto-apprendre la lecture du Mahalak. D'abord, le grand rabbin René Gage qui avait traduit de manière totalement complète 9 des actes de naissance, des déclarations de naissance, et c'est sur la base de ces 9 actes que j'ai ensuite euh, réappris ce qu'il avait traduit, puisqu'il avait traduit le texte de manière extensive. Donc j'ai utilisé ce qu'il avait utilisé pour pouvoir ensuite deviner ce qu'il y avait
dans les autres actes. Euh, Shmuel Mazeltov, qui nous a beaucoup aidé, il avait traduit une intégralité des registres de fiançailles que nous avons mis en ligne maintenant. On a retraduit par derrière pour corriger un certain nombre d'erreurs, mais il avait fait un énorme travail. Shmuel habite à Haïfa en Israël. Euh, Quatre personnes qui m'ont beaucoup aidé dans la compréhension de mots que je trouvais, parce qu'il s'avère que beaucoup des mots utilisés dans dans les actes sont des mots, il y a certains mots qui sont de l'hébreu, mais il y a beaucoup de mots qui sont des mots d'arabe. Et en fait, bon, je parle un petit peu l'arabe maghrébin, mais il y avait des mots que je ne comprenais pas. Et ces personnes, Sohail Belhadj, Moshe Uzan, qui travaille sur les actes tunisiens, David Chokroun et Dominique Chemla m'ont aidé à trouver des significations pour un certain nombre de mots. Le docteur Kerouatou, qui est un docteur en, je ne sais plus dans quel domaine, pas en médecine, mais en recherche, je pense, plutôt économique, qui vit à Constantine et qui m'a envoyé la carte en haute définition de Constantine. Il l'avait publié dans un de ses articles et je lui ai demandé et immédiatement il m'a envoyé cette carte en haute définition. Et évidemment, Jean-Paul et Joël qui m'ont beaucoup encouragé à travailler là-dessus et qui ont fait beaucoup de commentaires sur le travail que je suis en train de publier. Voilà, je vous remercie infiniment et je suis tout à fait disposé à répondre à des questions s'il y a des questions. Bon, merci infiniment, Michel, pour la richesse de votre conférence, richesse qui correspond à la richesse des registres. C'est étonnant, hein, quand on compare aux actes d'état civil de la France à l'époque ou ailleurs, c'est absolument prodigieux, hein, comme richesse. Oui, c'est intéressant de voir parce que quand on voit les actes de la NOM, on a le père, la mère, les âges des protagonistes et et les témoins, mais on n'a pas du tout d'informations sur un précédent mariage du père, de la mère, etc. Vraiment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de détails. Malheureusement, on n'a que 4 ans de ces actes. On n'a pas les registres des années précédentes qui pourraient nous donner encore beaucoup, beaucoup d'informations généalogiques.